Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la météo, après des conditions printanières la semaine dernière, les températures devraient être négatives au lever du jour ce week-end et ce lundi. Alors certains professionnels ont préféré anticiper cette semaine cet épisode de gel afin de protéger leur production. Exemple au domaine de la Barbinière à Chantonnay dans ce reportage de Pierre Dalissu. C'est une course contre la montre ici, avec les températures négatives annoncées en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Pas d'autre choix que de protéger les vignes du gel en installant ces grosses bougies, un rang sur deux. Effectivement, je suis un peu pressé parce ça doit geler dans 48 heures, peut-être dans la nuit de vendredi à samedi, enfin la première nuit de gel annoncée. Donc on se dépêche à mettre les bougies, sachant qu'il en faut 350 à l'hectare. À peu près. Si on couvre 7-8 hectares, ce sera bien déjà. Parce qu'il faut garder un peu de bougies aussi pour si ça gèle, on est que début avril. Donc potentiellement ça peut geler encore pendant 3 semaines, un mois. Le but, créer de la chaleur pour chasser le gel sur toute la parcelle en installant ces bougies spécialisées d'une façon bien précise. En fait, si vous voulez, c'est qu'il faut bien tout quadriller. Donc c'est pour ça qu'on les espace de 7 cèpes et de l'autre rang, on ne l'espace que de la même façon mais en quinconce. D'accord. Et pourquoi Pour bien couvrir en fait toute la surface. Et puis après, du coup, une fois tout allumé, ça protège en principe tout. Pas question cependant de laisser ces bougies allumées toute la nuit. La difficulté ici, allumer et éteindre en temps et en heure. Il faut allumer au bon moment, pas trop tôt et surtout pas trop tard. Parce que ça dure à peu près deux petites nuits, on peut tenir à peu près avec une bougie. Donc si ça gèle vraiment trop de nuits, il faut en avoir en réserve. Ça dépend, on essaye là, on va pas tout mettre parce qu'on est tôt dans la saison. Donc on va en garder pour éventuellement d'autres nuits de gel prévues. Ces jeunes pousses sortent depuis quelques jours, seuls les plus avancés sont susceptibles de geler. Une bonne nouvelle, ces pousses sont sorties plus tard que l'année dernière. Donc là, les feuilles deviennent sensibles. Et vous avez des choses comme ça, là, qui sont pas tout à fait sorties. On est encore dans le coton, où là c'est beaucoup moins sensible au gel. Mais dès que le bourgeon éclate, il devient sensible au gel. Donc là, tout ça est sensible. C'est pas comme l'année dernière, même si ces derniers jours, c'est vraiment les 3-4 derniers jours qui ont accéléré la pousse. Mais il y a des cépages qui sont à peine sortis encore. Donc tant mieux, oui. On est qu'au 1er avril, donc c'est un peu normal. Les prochaines nuits risquent d'être très courtes pour les viticulteurs et arboriculteurs qui ne quitteront pas des yeux leur thermomètre extérieur. Dans le reste de l'actualité cette semaine, la crise de l'influenza aviaire. Jeudi soir, une réunion de crise a eu lieu au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon, une réunion qui concernait l'ensemble des acteurs de la filière avicole, mais également des élus. Depuis le début de l'épidémie, plus de 550 foyers ont été découverts dans le département et plus de 8 millions d'oiseaux ont été abattus. À l'issue de cette réunion, le président de la Chambre d'agriculture de la Vendée, Joël Limousin, se voulait rassurant. Écoutez. L'attente est forte, bien évidemment, de pouvoir avoir l'indemnisation qui arrive rapidement pour avoir la trésorerie disponible dans les exploitations. Les gens sont traumatisés, bien évidemment, par cet épisode, ne savent pas quand ils vont pouvoir remettre en élevage. C'est toute la filière qui est mise à terre aujourd'hui. Il faut qu'elle puisse repartir, mais pour repartir, il faut régler le problème du virus. 2, avoir les indemnisations à 100% de la perte sanitaire et à 100% de la perte de vide sanitaire qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Solidarité à présent, la Vendée continue d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Plus d'un mois après le début de l'invasion russe, 45 personnes fuyant la guerre, principalement des femmes et des mineurs, sont arrivées dans le département à Bretignolles-sur-Mer. Elles sont hébergées temporairement dans un centre de vacances de la commune et devraient ensuite être recueillies par des familles d'accueil vendéennes. Ces familles, une fois qu'elles seront orientées vers une famille qui va les héberger pour continuer leur insertion dans la commune d'accueil, scolariser les enfants, les aider éventuellement à trouver du travail et éventuellement un logement durable autonome, puisque la plupart des familles avaient une vie tout à fait normale dans leur pays et sont tout à fait en capacité de retrouver, si elles le peuvent, si on leur en donne les moyens et si on les accompagne, une vie à peu près normale, c'est ce qu'on leur souhaite en France, et puis qu'elles puissent un jour repartir dans leur pays d'origine.
Au chapitre tourisme, dans un peu moins de 2 semaines débutent les vacances de Pâques, des vacances qui marquent bien souvent le début de la saison touristique. Alors comment se préparent les principaux sites vendéens à quelques jours de la réouverture? Exemple à Explorapark à Saint-Jean-de-Mont, un site qui accueille près de 30 000 visiteurs chaque année. Un reportage signé Alexis Vivier. Les pelleteuses et les broyeuses multiplient les allers-retours entre les parcours d'Acrobranche. Il faut préparer le site à l'arrivée des touristes, à commencer par les sols. Alors en ce moment, c'est pas des taupes qu'on a dans la forêt. Là, on a du broyat de bois. En fait, c'est du bois broyé. Donc, on va en installer 250 mètres cubes dans tous les cheminements et partout sur les zones de fréquentation, qui permet justement à l'eau de continuer à s'écouler dans le sol et donc aux plantes, aux végétaux de s'alimenter normalement. L'entretien d'un site naturel en pleine forêt et à 2 pas de la mer où tout est très contrôlé avant l'ouverture. On a un contrôle phytosanitaire qui passe chaque année, s'assurer que les arbres qu'on utilise sont en bonne santé, que ça se passe bien, que la forêt va bien. Ça, c'est très important. Suite à ça, on a également un contrôle technique des installations. Donc une personne qui vient, qui passe 2 jours chez nous, pour s'assurer que tout est bien. Ce qui n'est pas suffisamment bien, c'est signalé dans le rapport. Nous, on fait tous les travaux nécessaires pour que le jour de l'ouverture, ce soit en parfait état. Et quelques mètres plus loin, c'est une partie de l'équipe qui vérifie le matériel nécessaire pour l'Acrobranche. Alors là, du coup, on est en train de remonter les baudriers pour les clients, vérifier que le matériel qu'on a renvoyé a bien été réparé, et remettre tout en place et renvoyer ce qui n'est pas encore en norme pour les clients. C'est hyper important dans le sens, parce que forcément, c'est pour la sécurité du client qu'on propose le meilleur matériel possible. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de faire ça ensemble et pour que ça aille le plus rapidement possible pour la préparation de saison. Une saison très attendue après 2 années entachées par le Covid. Explorapark n'a pas pu tourner à plein régime. Alors cette fois-ci, c'est la bonne et ça se voit. Ça fait plaisir. En vrai, on attendait que ça. On a été vraiment, surtout nous, le domaine de la restauration et des parcs généraux, on a été vraiment très très fermés, très très touchés. Donc nous, on attend que ça. On attend que ça, de tout redémarrer et de tout réouvrir avec enfin le sourire des gens sans les masques. Ça fait plaisir. Des préparatifs parfois perchés au sommet des arbres, un moment de calme avant le rush de la saison. Et puisque l'on parle de tourisme, la saison estivale approche donc et le recrutement des saisonniers devient chaque année de plus en plus difficile. Ce mercredi, un forum de l'emploi saisonnier se tenait à Fontenay-le-Comte, un forum pour permettre aux 21 entreprises présentes de recruter la main-d'œuvre nécessaire pour cet été. Au total, 2500 postes étaient à pourvoir pendant l'événement, des postes qui ont du mal à trouver leurs candidats. Reportage Pierre Dalichieux. La saison estivale n'a pas encore démarré, mais d'ores et déjà elle s'annonce difficile pour les professionnels qui souhaitent recruter des saisonniers. On a d'habitude déjà reçu quelques CV par mail et cette année on n'a rien. Par contre on a des retours positifs d'anciens pour la pré-saison en fait, pour toute la partie semis et plantation. C'est vraiment le juillet-août aujourd'hui, on a une grosse interrogation à savoir est-ce qu'on va avoir assez de CV et assez de candidats pour la récolte. Et visiblement sur ce salon de l'emploi saisonnier, tous les secteurs d'activité sont concernés. Une problématique qui, d'année en année, s'aggrave. Je pense qu'il y a une vraie problématique de logement, surtout sur les offres saisonnières. Quand on n'habite pas sur place, c'est un vrai problème de pouvoir se loger, puisqu'il y a quand même une partie du salaire qui est dédiée au logement. Il peut y avoir un problème de mobilité. Et c'est pour ça que nous on essaie de mettre en place des solutions le plus possible pour les jeunes de Fontenay pour essayer de solutionner ces problèmes-là. Mais il y a une offre de service qui est peut-être pas adaptée, entre autres sur la côte, quand les jeunes doivent en plus financer leur camping et leur nourriture et tout ça. Ce qui leur reste à la fin de la saison, c'est pas suffisamment motivant pour venir chercher du travail, quoi. Problème de logement, de mobilité aussi et des jeunes pour se rencontrer dans les allées de ce salon de plus en plus regardants sur les conditions de travail et les salaires. Quelque chose qui est dans nos... qu'on a plus envie de faire par exemple que les melons ou quelque chose comme ça qui serait beaucoup moins intéressant et plus physique. On voudrait plus ce qui est en extérieur parce que ça me plairait pas trop d'être enfermé dans une entreprise, dans un magasin. Physique, ça me dérange pas. Le matin, me lever, ça me dérange pas non plus parce que je pense que quand on rentre dans le monde du travail, on choisit pas forcément les horaires et tout ça. Mais pas quelque chose en extérieur sous des conditions de pluie et mal payé aussi. Chaque année, des milliers de postes saisonniers sont à pourvoir. La difficulté de trouver des candidats est telle que l'année dernière, certaines entreprises ont dû réduire leur activité faute de main-d'œuvre.
En sport, parlons de voile. Le Vendéen Benjamin Dutreux, 9e du dernier Vendée Globe, s'est engagé cette semaine pour 3 ans aux côtés de Guyot Environnement. L'association Water Family continue également sa collaboration avec le skipper, avec son nouveau bateau, 2e du Vendée Globe en 2016 avec Alex Thompson sous les couleurs d'Hugo Boss. Et donc ce nouveau sponsor principal, Benjamin Dutreux, se tourne un peu plus vers 2024 et la 10e édition du Vendée Globe. C'est jamais évident de parler de budget, surtout que ça représente rien de réel parce qu'il y a aussi plein de partenaires aux alentours sur des budgets, mais voilà, c'est des budgets qui nous permettent aujourd'hui d'être confortables. On fait partie des budgets moyens, on va dire, aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir un projet axé vers de la performance, mais qui va rester malgré tout raisonné et sobre, quoi. C'est sûr que financièrement, pour nous, ça nous permet d'avoir un projet sur la durée, et ça c'est quand même pas négligeable pour pouvoir se préparer parfaitement, pour être performant et se porter vers le haut pour être vraiment au top au départ du Vendée Globe en 2024, quoi. Une rencontre désormais à l'occasion cette semaine des Journées européennes des métiers d'art. Myriam Noireau, une créatrice vendéenne, ouvre ses portes au public ce week-end. De la tonte de ses alpagas au tissage en passant par des méthodes de filage anciennes, c'est tout l'univers de la laine qui est à découvrir. Colline Davy est allée à sa rencontre, regardez. Allez Louloute. 6 alpagas, un âne, quelques moutons et quelques chèvres. Dans son jardin, Myriam Noireau élève seule ce petit troupeau. Bon appétit. C'est avec lui qu'elle fabrique sa propre laine pour créer des pièces uniques. Un métier artisanal qu'elle connaît sur le bout des doigts. On va voir donc la petite femelle noire qui a mis bas tous les autres en fait, Diala qui est la noire là-bas. Ensuite on a les enfants, les 2 filles. En fonction des animaux, la qualité de la laine va être différente. Quand on passe de la mohair aux moutons et aux différentes races de moutons et aux alpagas, chaque race a une particularité au niveau de la laine. La douceur, la finesse, la longueur de fibre. Cette expertise lui permet de proposer des vêtements locaux et écologiques. La laine des animaux est coupée 1 à 2 fois par an, puis traitée dans une usine française avant de lui être restituée en pelote. Parce que le matin, c'est souvent, je fais les soins aux animaux, voilà. Mais c'est vrai que l'après-midi, souvent, je fais le tissage. Voilà, donc il suffit simplement de passer le fil à un certain endroit. Et puis le dessin va se faire au fur et à mesure. Un métier qui demande donc du temps, mais qui lui permet de créer ses articles de façon artisanale. Ce savoir-faire, Myriam Noireau le partagera lors des Journées européennes des métiers d'art, après 7 ans d'absence. C'est important de recevoir les gens chez moi, de leur faire visiter l'élevage, de leur faire voir mon atelier de teinture, et en même temps de mettre en route un peu une machine à tricoter pour leur faire voir un peu tout le process de la transformation de cette laine. Les gens vont pouvoir faire le lien en fait entre l'animal et les produits qui seront réalisés après, ou les plots de laine qui sont là par exemple. Pour moi, c'est important de faire connaître la laine. Des visites seront organisées samedi et dimanche pour découvrir l'univers de la laine si cher à cette créatrice. On termine cette hebdo avec de la culture et plus particulièrement de la littérature. Après 2 éditions annulées en raison de la crise sanitaire, le Printemps du livre de Montaigu revient jusqu'à ce dimanche. Le salon a ouvert ses portes vendredi matin pour une journée dédiée aux scolaires. Sous la présidence de Clara Dupont-Mono, environ 250 auteurs sont attendus pour des retrouvailles avec le public. Une 32e édition revisitée dans le centre-ville de Montaigu. 2 années annulées, c'était vraiment difficile. Le dernier Printemps du livre, c'est 2019, grand succès déjà, 45 000 visiteurs. Et donc on a réfléchi à 1000 manières de le faire quoi qu'il arrive. Et on ne savait pas si on aurait des conditions sanitaires qui nous seraient données, peut-être les gestes barrières, mais peut-être une limitation. Et donc on a fait un choix de pouvoir le déplacer, le morceler dans l'ensemble de la ville de Montaigu-Vendée. Et c'est pour ça qu'il y a ce chapiteau, mais il y a aussi d'autres animations qui sont par exemple au parc Henri Joyot et dans les rues, de façon à ce que s'il y a trop de monde, on puisse dégorger, montrer de l'espace, etc. Voilà. Donc grand bonheur en tout cas d'être là. C'est la fin de cette hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'information dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.